Dans un mois aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle. C'est l'occasion de parler de philosophie politique, notamment à partir de l'introduction classique de Jonathan Wolff. Dans les 3 précédents épisodes, j'ai abordé les questions de l'état de nature, de la légitimité de l'État et de la démocratie. Si l'État démocratique est légitime, il reste à savoir quelles sont ses limites. Quelle est la place de la liberté des individus dans la démocratie ? Comme d'habitude, je ferai un résumé du manuel de Jonathan Wolff et je ferai quelques remarques en guise de conclusion. Si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de soutenir la chaîne sur Tipeee. La justice implique, selon John Stuart Mill, de trouver un juste milieu entre autorité et liberté. Il faut une autorité étatique pour éviter que des individus n'exploitent les autres, mais il faut également que l'État respecte la liberté des individus. Un État tyrannique serait indésirable. Où se trouve donc ce juste milieu entre liberté et autorité ? À quel point l'État a-t-il le droit d'interférer dans la vie et dans la liberté des gens ? Pour quelles raisons l'État peut-il forcer ou interdire les gens à agir d'une certaine manière ? Dans son livre « De la liberté », Mill défend le principe de liberté. On ne peut limiter la liberté d'une personne que dans la mesure où elle menace de nuire à autrui. L'État ne peut pas contraindre un individu pour son propre bien. Alors ce principe peut sembler assez évident, mais en fait il ne l'est pas tant que cela. Par exemple, les États interdisent les drogues pour le bien des consommateurs. Il faut néanmoins préciser que le principe de Mill n'est pas absolu. Il se limite aux personnes raisonnables, capables d'utiliser leur liberté pour s'améliorer et pour progresser moralement. Les enfants et les barbares sont exclus parce que leur jugement est insuffisamment mature ou trop limité. Dans ces conditions, la liberté pourrait avoir des effets négatifs. On ne laisse pas un enfant choisir d'apprendre à lire ou non. L'État doit donc respecter la liberté, le principe de liberté, uniquement envers les personnes raisonnables. Mill a tout particulièrement défendu la liberté de pensée et d'expression. Il pense qu'on ne devrait pas interdire l'expression d'opinions impopulaires. Si l'opinion est vraie, totalement ou partiellement, on perdrait une vérité à l'interdire. Si l'opinion est fausse, on perdrait l'occasion de la réfuter et de réaffirmer la vérité. Il n'y a donc rien à gagner à interdire une opinion. Non seulement une opinion fausse donne l'occasion de réfuter et de réaffirmer la vérité, mais on est rarement certain qu'une opinion soit effectivement fausse. La certitude est difficile à atteindre. L'histoire montre la façon dont certaines opinions ont été considérées certaines, puis fausses et enfin absurdes. On devrait donc éviter de se prétendre infaillible. Wolff illustre ce point en rappelant l'histoire de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie par le calife Omar. Il tenait le raisonnement suivant. Ou bien ces livres contredisent le Coran, qui est infaillible, mais ils sont donc néfastes, ou bien ils disent la même chose que le Coran, et ils sont inutiles. Donc qu'ils soient néfastes ou inutiles, ils peuvent être détruits. Le problème, c'est que l'opinion prétendument infaillible est surtout protégée en réalité des objections afin de ne pas la remettre en question. Rousseau évoque également cette histoire dans son discours sur les sciences et sur les arts, mais de son côté, il défend la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, parce que la science provoque le malheur et corrompt les mœurs publiques, au lieu d'apporter le progrès. Mill suppose que la connaissance conduit au bonheur, mais a-t-il raison ? Un individu ignorant peut être heureux, il y a des vérités trop dures à supporter, qui peuvent dissoudre les liens sociaux, et il y a des croyances fausses qui sont rassurantes. On peut adhérer à une religion pour se rassurer, et la connaissance de la physique nucléaire a eu des conséquences militaires néfastes. On pourrait répondre que le caractère supposé bénéfique ou néfaste d'une opinion est encore une question d'opinion. Il n'y a pas de certitude en la matière. Mill affirme qu'il faudrait être infaillible pour interdire une opinion sur la base de ses effets négatifs. Mais la réponse de Mill risque de se retourner contre lui. Si nous ne savons pas si la vérité conduit au bonheur ou au malheur, nous n'avons plus de raison de défendre la vérité en tant que moyen d'atteindre le bonheur. Or, Mill suppose que la vérité est un moyen d'atteindre le bonheur. Si la vérité est justement un moyen d'atteindre le bonheur, et que nous pouvons savoir de façon certaine qu'une opinion est fausse, pourquoi serait-ce vraiment mal de l'interdire ? Mill répond que si nous n'acceptons pas de défier une vérité, alors elle devient un dogme mort. Elle n'est plus discutée, elle n'est plus défendue, son sens s'affaiblit, ses partisans ne savent plus la défendre, ils sont pris au dépourvu face aux objections, et ils sont tournés en ridicule. Au final, l'opinion fausse finit par gagner en popularité. Qu'une opinion soit vraie ou fausse, sa libre expression fait plus de bien que de mal. Mais cela est encore plus évident lorsqu'une vérité partielle se présente de chaque côté. Et c'est le cas le plus courant.
Discuter librement est alors le meilleur moyen de faire émerger la vérité. Il faut donc toujours permettre la libre expression des opinions. Mill accepte que la liberté d'expression soit limitée lorsque celle-ci nuit à autrui. On peut dire que les marchands de maïs sont des voleurs, mais on ne peut pas le dire à une foule enragée devant la maison d'un marchand de maïs. On peut limiter la liberté d'un individu pour empêcher le mal ou la menace d'un mal contre autrui. Mais il y a un double problème. D'une part, presque toute action implique autrui. Et d'autre part, presque toute action implique un mal, à un degré ou à un autre, contre autrui. Si j'achète un produit particulier, cela contredit les intérêts des marques concurrentes. Si j'énonce une nouvelle idée religieuse, cela peut offenser des fanatiques. Dans ces conditions, la liberté risque de se retrouver excessivement limitée. Mill ne voulait pas que la liberté soit une affaire de goût ou de dégoût de la société. Il faut accepter que d'autres puissent trouver les actions détestables, ennuyeuses ou offensantes. L'offense ou l'aversion n'est pas un mal. Seules les actions qui causent du tort posent problème. Mais la question c'est que signifie causer du tort ? Mill répond que le mal est un dommage aux intérêts. Il n'entend pas seulement par là les intérêts économiques, mais les intérêts au sens général. Cela comprend la sécurité par exemple. Une fraude, un vol, une agression, un viol, un meurtre nuisent aux intérêts. Mais la nuisance aux intérêts d'autrui n'est pas une condition suffisante. Réussir un concours nuit aux intérêts de ses concurrents, et pourtant, dit Mill, ce n'est pas un mal. Il faut donc préciser encore le sens du principe de liberté. Mill pense que la liberté des individus ne doit pas nuire aux intérêts d'autrui. Mais il ajoute une précision, il s'agit des intérêts qui sont considérés comme des droits. Or, tous les intérêts ne sont pas considérés comme des droits. Le droit protège du vol, mais pas d'une concurrence loyale. Néanmoins, cette précision pose deux problèmes. Premièrement, quels sont nos droits et comment les connaît-on ? Deuxièmement, comment Mill peut-il faire appel au droit puisqu'il affirme renoncer à fonder son argumentation sur le droit abstrait, indépendant de l'utilité. Mill avait de très bonnes raisons de refuser de faire appel au droit abstrait. Les libéraux considèrent souvent comme un axiome fondamental que les personnes ont certains droits naturels. Ces droits sont fondamentaux, ils ne sont pas justifiés par des droits plus fondamentaux ou par l'autorité de l'État, et leur contenu est plus ou moins équivalent aux droits de l'homme. Mais cette idée est problématique. Si les droits sont fondamentaux, ils ne reposent même sur aucun fondement. On ne peut donc rien répondre aux sceptiques qui douteraient de leur existence. On ne peut pas les démontrer. Alors comment savons-nous quels droits nous avons ? Comme le fait remarquer Bentham, les théoriciens du droit naturel les affirment évidents, et pourtant ils ne sont pas d'accord entre eux. Bentham ajoute que l'existence de droits naturels antérieurs aux lois civiles paraît absurde, parce que les droits dépendent de lois. Tout le monde n'accepte évidemment pas l'argument de Bentham, Locke nie que les droits dépendent tous de lois, mais dans tous les cas, Mill rejoint Bentham et se méfie de l'idée de droit naturel. Mill refuse le droit abstrait, mais il refuse également de s'appuyer sur le droit positif, civil, puisqu'il refuse de confondre le fait et le droit. Accepter le droit actuel reviendrait à se soumettre aux coutumes et aux préjugés actuels. Mill ne s'appuie ni sur le droit naturel, ni sur le droit positif, mais sur l'utilitarisme. L'utilité, c'est le fondement de toute son éthique. L'utilitarisme consiste à maximiser la somme totale de bonheur ou de plaisir dans le monde. Mais comment Mill relie-t-il le droit à l'utilité ? Eh bien, tout simplement en adoptant l'utilitarisme indirect. Alors que l'utilitarisme direct évalue chaque action particulière selon sa capacité à maximiser le bonheur dans la société, l'utilitarisme indirect adopte un système de droits qui maximisera le bonheur dans la société. Et c'est ainsi qu'est dérivée une théorie utilitariste des droits. Selon Mill, le plus grand bonheur sera atteint en donnant aux gens une sphère d'intérêt privé où aucune intervention n'est autorisée, tout en permettant une sphère publique où l'intervention est possible, mais uniquement pour des raisons utilitaristes. On peut penser que la sphère privée, c'est celle des intérêts fondés sur les droits. Les droits en question sont ceux qui servent le bonheur général. Ainsi, la sécurité ou la liberté de penser, ce sont des intérêts qui sont fondés sur les droits parce qu'ils servent le bonheur général. Alors qu'au contraire, la préservation de la concurrence loyale est un intérêt non fondé sur les droits parce qu'elle ne servirait pas le bonheur général. Cette défense utilitariste du principe de liberté semble plausible, mais elle a rencontré de vives critiques. Il n'est pas difficile d'imaginer ou de trouver des exemples où l'utilité et la liberté semblent s'opposer. Par exemple, on peut vouloir empêcher la consommation de drogue pour le bien des personnes. L'utilitarisme contredit ici les droits libéraux.
L'utilitarisme ne semble pas impliquer nécessairement le libéralisme. Alors pourquoi penser qu'à terme, une société libérale sera plus heureuse qu'une société traditionnelle ? Mill pense que la liberté est essentielle pour développer son originalité et son individualité qui font partie des principaux éléments du bien-être. Alors contre Mill, James Fitz-James Stephen pense que la liberté n'est pas bonne en soi. C'est un moyen qu'il faut évaluer en fonction de la fin à laquelle on la destine. Il en va de même que pour le feu. Mill admet que la liberté ne mène pas toujours à une amélioration, mais c'est la seule source intarissable et permanente d'amélioration. Faire progresser la liberté contribue davantage au bonheur que n'importe quelle autre politique. Et Mill avance plusieurs raisons. Premièrement, les individus sont plus susceptibles de savoir ce qui les rendra heureux, même s'ils peuvent faire des erreurs. Ils sont les premiers concernés par leur propre bonheur. Il est vrai qu'ils ne font pas souvent preuve de liberté dans leur jugement, qu'ils sont trop souvent conformistes. Mais si on les laisse faire leur propre choix, ils auront tendance à être plus heureux. On peut chercher à les convaincre par la raison, mais on doit exclure la contrainte ou la pression sociale. Deuxièmement, l'exercice de la liberté est vital pour le développement de la nature humaine. Ceux qui sont esclaves des coutumes ne seront jamais des individus épanouis. Ils ne seront pas nécessairement malheureux, mais ils ne parviendront pas à développer une capacité humaine distinctive, la capacité de choix. Troisièmement, la liberté rend possible une diversité de modes et d'expériences de vie qui permettent le progrès social. En développant son individualité, chaque personne devient plus précieuse pour elle-même et pour les autres. Ceux qui développent des formes de vie originales peuvent servir de modèle à suivre ou à fuir pour les moins créatifs. Ils ouvrent les possibilités. Mill est particulièrement optimiste. Il pense que les individus doivent être libres afin qu'ils puissent faire leurs expériences et qu'ils puissent apprendre de leur expérience. La liberté d'expérimenter différents modes de vie permet de trouver à long terme le bonheur humain. James Fitz-James Stephen trouve Mill trop optimiste. La liberté peut aussi conduire à la paresse ou au manque d'intérêt pour la vie. Mais il y a un problème plus profond. Il est aussi possible que les hommes ne soient pas capables d'apprendre de leurs expériences et de progresser. Si c'est le cas, Mill a tort d'encourager les expériences de vie. Ce pessimisme est probablement exagéré, mais si la vérité se situe entre les deux points de vue, l'argumentation de Mill en faveur de la liberté est d'autant affaiblie. Peut-être que Mill a eu tort de défendre le principe de liberté en termes utilitaristes. Mill a défendu la liberté comme un moyen d'atteindre le plus grand bonheur pour la société. Mais peut-être aurait-il dû soutenir que la liberté est intrinsèquement bonne en soi. Ce point de vue, adopté par les libéraux contemporains, évite l'objection selon laquelle une société non libérale pourrait apporter un plus grand bonheur. La liberté est précieuse, quelles que soient ses conséquences. Certains objecteront qu'il n'y a pas de biens intrinsèques, tout est valorisé pour quelque chose d'autre. Mais même Mill reconnaît au moins un bien intrinsèque, le bonheur. Pourquoi n'y aurait-il qu'un seul bien intrinsèque, comme le pensent les utilitaristes ? Mill, lui, pense que la liberté n'est pas un bien intrinsèque, elle n'est pas bonne pour les enfants et pour les barbares, et une liberté sans contrainte conduirait à l'anarchie. L'utilitarisme a certes l'avantage de rendre compte des libertés que nous devrions avoir ou non. Mais on peut défendre la liberté indépendamment de l'utilitarisme, comme nous le verrons avec John Rawls. On peut aussi rendre compte de ses limites sans l'utilitarisme, au nom de la liberté ou de l'équité. L'utilitarisme n'est qu'une façon de justifier la liberté. Dans tous les cas, le principe de liberté semble raisonnable. Alors devrions-nous l'accepter ? Eh bien, tout le monde ne le pense pas. À quoi ressemblerait une société régulée selon le principe de liberté ? Mill admet qu'il faut imposer des limites évidentes au principe de liberté. Il faut notamment prévenir les crimes. Cela implique de contrôler, par exemple, la vente de poisons, qui peuvent pourtant avoir un usage licite, de même qu'il faut interdire la consommation d'alcool aux personnes violentes en état d'ébriété. Toutes ces restrictions au principe de liberté sont justifiées pour éviter un préjudice grave. Cependant, Mill admet d'autres limitations qui sont plus difficiles à justifier. Mill condamne ainsi l'exhibition sexuelle parce qu'elle viole les bonnes manières. Mill refuse que la morale coutumière l'emporte sur le principe de liberté. Il insiste sur le fait qu'une offense n'est pas un mal, mais concernant l'exhibition sexuelle, il renonce sans raison à ses propres principes.
Patrick Devlin avait remarqué cette incohérence du libéralisme dans Morals and the Criminal Law, publié en 1958. Il réagissait au rapport Wolfenden, publié un an plus tôt, en 1957, qui recommandait la dépénalisation de l'homosexualité et de la prostitution au nom du principe de liberté. Mais alors, pourquoi ne pas autoriser l'euthanasie, les duels, l'avortement, l'inceste fraternel et le proxénétisme ? Ce sont des actes libres qui ne font pas de tort à autrui. Selon Devlin, nous ne pouvons comprendre ces interdits qu'en supposant que la société a des principes moraux qu'elle applique par le biais du droit pénal, et la violation de ces principes offense tout simplement la société. Mill rejette l'idée que la loi doive respecter la morale coutumière. Mais il serait mal à l'aise face aux exemples de Devlin. Les libéraux peuvent avoir des raisons de s'opposer à l'euthanasie ou à la prostitution, mais si le principe de liberté est admis, pourquoi le libéral devrait-il s'inquiéter de contredire la morale coutumière ? Marx formule une autre critique contre le libéralisme dans son livre sur la question juive, publié en 1844. Il distingue l'émancipation politique et l'émancipation humaine. Cette distinction est semblable à celle entre l'État et la société civile. L'émancipation politique, c'est l'égalité des droits. Par exemple, la loi affirme l'égalité des citoyens, quelle que soit leur religion. Mais même si la loi est aveugle à la religion, la société peut encore faire preuve de haine et de discrimination religieuse. L'émancipation politique n'est donc pas synonyme d'émancipation humaine. Le libéralisme affirme l'égalité des droits, mais l'égalité des droits n'implique pas l'émancipation humaine. Elle peut même lui faire obstacle. En effet, les droits libéraux incitent à l'égoïsme et à l'individualisme. Ils produisent une société de compétition et d'exploitation entre personnes inégales. Pour Marx, l'émancipation politique, ou le libéralisme, est un progrès par rapport à l'état hiérarchique et discriminatoire qui l'a précédé. Mais on est loin de son idéal. Une société communiste, dans laquelle l'émancipation s'étend jusqu'à la société civile, une société dans laquelle il y a une communauté d'égaux qui coopèrent entre eux. Les communautariens s'inspirent de la critique marxiste du libéralisme, ils s'opposent à l'atomisme ou à l'individualisme du libéralisme, mais au lieu de voir le remède dans une communauté future imaginaire, ils le voient plutôt dans la culture et dans les traditions de la société existante. Les communautariens reprochent au libéralisme de concevoir les individus comme isolés, visant leur propre bien selon leur propre conception. Ils n'ont aucune attache à la culture, aux coutumes et aux traditions de leur société. Or, l'homme est un être profondément social. Son identité, ses valeurs, ses intérêts réels sont liés à la communauté à laquelle il appartient. Mill admet que l'homme est un être social, mais il est libre de se choisir. C'est la liberté négative. Pour les communautariens, les libéraux se trompent sur la liberté. On ne peut être libre seul et on ne peut pas se choisir. On appartient et on est libre dans une communauté. La liberté négative revient à participer à la dislocation de la société et donc à s'aliéner dans son identité et dans ses intérêts. Wolff pense que Mill a raison de valoriser la liberté négative et de croire qu'une société libérale est susceptible d'être plus heureuse qu'une société illibérale. Néanmoins, sa propre défense de la liberté repose sur l'idée que les êtres humains sont capables de faire des progrès moraux. C'est un article de foi pour Mill. Or, s'il a tort, si les expériences de vie font plus de mal que le bien, et que personne n'apprend d'elles, alors l'utilitarisme devrait pencher en faveur d'une société communautarienne. Les défenseurs de la liberté doivent donc ou bien montrer que les individus sont capables de progrès, ou bien trouver une autre justification. En guise de conclusion, je ferai quelques petites remarques sur les points abordés par Jonathan Wolff. Premièrement, Mill pense que l'offense n'est pas une raison de limiter l'expression publique, mais il reconnaît que la pression sociale, elle, peut être un problème. Or, le problème, c'est que la répétition de l'offense constitue une pression sociale. Un jugement isolé envers les femmes, les personnes en surpoids, les racisés, les homosexuels, les religieux ou les athées, c'est un problème qui reste mineur. Mais lorsque ce même jugement est constamment répété, il peut miner le moral des personnes concernées, ce qui devient alors un véritable problème. J'avoue ne pas connaître de solution équilibrée entre la liberté de pensée et d'expression d'un côté et la prise en compte de la souffrance que peut impliquer cette expression de l'autre côté. Deuxièmement, Mill défend la liberté d'expression et il pense que la vérité finira par triompher.
mais les fake news semblent contredire son optimisme. Il est impossible, même pour une personne éduquée, de vérifier toutes les informations, ne serait-ce que par manque de temps. Alors, je ne sais pas s'il y a une solution à ce problème. Évidemment, la solution la plus intuitive, ce serait la censure, mais celle-ci est évidemment écartée, et non sans raison, par John Stuart Mill. Troisièmement, Mill pense la liberté des individus dans le cadre d'un État libéral. Mais nous vivons dans des États-providence qui imposent une solidarité entre les individus. Les choix de vie d'une personne engagent la société dans son ensemble. Une personne qui consomme des aliments gras, du tabac, des drogues, qui pratique des sports extrêmes, qui a recours à un avortement ou qui refuse d'avorter un enfant trisomique, qui ne travaille pas, etc. Toutes ces personnes engagent la solidarité étatique. On peut donc s'attendre à ce que la solidarité implique une plus faible tolérance sociale ou au moins des tensions, parce que tout le monde est engagé par les choix de vie personnels. On peut facilement se dire qu'une personne qui consomme du tabac ne devrait pas voir ses frais de santé être pris en charge, ou alors qu'on devrait interdire la consommation de tabac. Il y a donc une véritable tension entre d'un côté liberté et d'autre part solidarité. Quatrièmement, Wolff souligne la faiblesse de la justification utilitariste du principe de liberté. Mais peut-être que la faiblesse de toute justification éthique pourrait justifier le principe de liberté. S'il est impossible, ou au moins difficile, de justifier une éthique particulière, pourquoi et comment l'État pourrait-il l'imposer à tout le monde ? Cinquièmement, Wolff oppose le libéralisme et le communautarianisme. Mais peut-être que le multiculturalisme constitue une voie médiane qui permette à l'individu de se choisir une communauté. Le libéralisme n'implique pas l'absence de lien social si celui-ci est choisi. Et à moins de considérer que l'État doit se confondre avec une communauté unique, auquel cas toute communauté devrait faire sécession, mais sinon, un État multiculturel permet de conjuguer libéralisme et communautarianisme. D'ailleurs, dans le même ordre d'idées, on peut concevoir un État libéral dans lequel existent des communautés communistes. Le libéralisme politique ne contredit pas la possibilité d'une propriété collective ou associative. Toutes ces remarques ouvrent des pistes de réflexion que j'aimerais un jour explorer. Peut-être que vous avez vous-même des remarques à formuler. Dans ce cas de figure, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Nous vivons en démocratie, le genre de régime qui respecte parfaitement la liberté de pensée et d'expression. Nulle censure chez nous, comme vous le savez. Alors profitez de cette liberté qui vous est accordée pour votre bonheur, pour liker et pour vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.